Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscoop. Nous allons revenir sur l'actualité qui domine aujourd'hui la France. Ce sont ces législatives 2022. Le titre de l'émission, quelle majorité pour les 5 ans à venir? Avec nos invités, nous allons débriefer ces résultats selon les projections puisqu'il est 20h en France. Les résultats vont s'affiner, vont se peaufiner tout au long de la soirée jusqu'aux alentours de minuit, 1h du matin, heure française, où le ministère de l'Intérieur annoncera donc les résultats officiels. Donc actuellement, pour donc vous donner la tendance, pour Emmanuel Macron, ensemble, la majorité présidentielle, ça serait 205 à 235 sièges. Du côté de la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, 170 à 190. Et pour le Rassemblement national, apparemment, on est aux alentours des 75 à 90 sièges. Tout ceci, ça va se peaufiner, bien évidemment, tout au long de la soirée. Mais avant de parler des législatives, je tenais, en mon nom personnel, au nom de la rédaction, bien évidemment, avoir une pensée très forte pour Sabrina Khelifi, qui a perdu la vie aujourd'hui, qui est décédée donc en ce 19 juin. Sa photo va s'afficher à l'écran. Le monde de la presse est en deuil. Elle était journaliste depuis une dizaine d'années chez nos confrères de Canal Algérie. Voilà, Sabrina Khelifi qui s'en est allée donc d'un arrêt d'une crise cardiaque. Paix à son âme. Laisse aujourd'hui 2 enfants à qui nous pensons bien fort, à toute sa famille, à tous ses collègues. Paix à son âme. Avec nous pour en parler, place aux invités tout de suite. Je vais vous épargner le lancement, vous l'avez compris au sommaire. Donc nous allons essayer de répondre à plusieurs questions, notamment à cette question pour les 5 ans à venir. On devrait avoir avec nous normalement Hassan Hirash. Est-ce que Hassan Hirash est avec nous? Pas encore. Jean-Michel Brun est avec nous? Oui. Jean-Michel Brun, bonsoir, et nous aurons dans quelques instants Yanis Bacha, qui était candidat aux législatives dans la 16e circonscription pour Emmanuel Macron, qui va nous débriefer, qui nous parlera de ses résultats, et on reviendra aussi sur son premier tour. Jean-Michel Brun, journaliste, directeur de publication Musulmans en France. Les résultats viennent de tomber. Jean-Michel Brun, peut-être une réaction. Quel avenir pour l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans? Donc on revient à cette majorité absolue que n'obtient pas la présidence. Bien, disons que la majorité relative, c'est l'expression exacte de la démocratie, puisqu'on pouvait s'inquiéter du fait que le président de la République ait une majorité absolue, donc une assemblée qui soit une chambre d'enregistrement de ses décisions. Donc ça ne sera pas le cas. Tout ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a finalement un grand perdant et 2 grands gagnants dans cette histoire. Le grand perdant, c'est évidemment Emmanuel Macron, qui n'a pas réussi à rassembler une majorité absolue après sa victoire au présidentiel. Les 2 grands gagnants, c'est d'abord l'abstention, qui est quand même extrêmement forte. Même si elle n'est pas aussi importante qu'en 2017, elle est plus importante qu'au premier tour. Et puis, bien sûr, l'autre vainqueur, c'est tout de même la NUPES, qui est parti pratiquement de rien pour devenir le premier parti d'opposition en France. Et donc, la gauche va de nouveau, je dirais presque enfin, avoir un poids politique dans ce pays. Quand vous dites de nouveau, c'était le cas peut-être fut un temps. Est-ce que cette gauche, maintenant, en tout cas, c'est parti pour qu'il y ait un réel rapport de force à l'Assemblée nationale? On a ici une majorité présidentielle qui est tout de même en position de faiblesse. Comment vous voyez cette assemblée parlementaire demain en France? Est-ce que réellement, d'abord, cette gauche, vous en parliez à l'instant, est-ce que réellement elle va travailler ensemble? Est-ce qu'ils seront aussi unis? Alors, ce n'était pas le cas dans le cadre des présidentielles. Là, en tout cas, il y a une alliance qui est la NUPES. Est-ce que pour ces 5 années à venir, ça sera vraiment le cas dans le cadre des dossiers, le pouvoir d'achat, l'emploi, la liberté d'expression, la santé, l'écologie? Alors, comme disait un ministre de l'information du général de Gaulle, il est bien difficile de faire des prophéties, surtout quand il s'agit de l'avenir. Donc, c'est difficile à savoir. Bon, quand même, je pense qu'il y a un mouvement de rassemblement vers la gauche, au sein de la gauche, qui n'est pas négligé. Maintenant, il y a aussi un autre problème tout de même, c'est apparemment le score étonnant
du Rassemblement national. Donc je pense que ça va être très très difficile, en tout cas pour Emmanuel Macron, d'abord de faire ce qu'il veut. Et ensuite, alors après, peut-être que ce score assez important du Rassemblement national va justement inciter la gauche, ou les gauches, on va dire, à se rassembler pour essayer de faire blocage à un certain nombre de projets de loi ou de tendances. Et je pense évidemment à cette discrimination que les musulmans connaissent actuellement, avec notamment la loi séparatisme. Peut-être que les choses vont changer à ce niveau-là. On va y revenir, hein. Restez avec nous et puis on va essayer justement avec vous, vous en parliez, vous anticipiez. Nous allons essayer de comprendre effectivement pourquoi et comment ce Rassemblement national, lui qui il y a encore quelques temps avait du mal à espérer, en tout cas à acquérir la confiance des Français quant à quelques sièges à l'Assemblée parlementaire, pourquoi et comment arrive-t-il aujourd'hui à convaincre autant? Est-ce qu'effectivement c'est le fait que cette gauche ne soit pas au rendez-vous, le fait qu'un Emmanuel Macron non plus n'ait peut-être pas tenu ses promesses ou n'ait pas plutôt gardé son cap? On va essayer de comprendre. Hassan Hiresh est avec nous, analyste politique, économiste. Bonsoir Hassan Hiresh. De votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Hassan Hiresh, les résultats donc viennent de tomber, il est 20h. Vous êtes à Paris, je rappelle donc aujourd'hui 205 à 235 sièges pour Emmanuel Macron. La majorité présidentielle, donc c'est ensemble. Et pour la NUPES, on est à 170, 190. On évoquera aussi le Rassemblement national hein, qui totalise un score intéressant, en tout cas pour ce parti. Mais d'un point de vue général, qu'est-ce que ça vous inspire? La gauche est de retour. Emmanuel Macron est en position de faiblesse. La gauche est de retour parce qu'il y a une union. Parce que pour la première fois, effectivement, communistes, socialistes, écologistes et puis France Insoumise ont pu accorder leur violon. Et donc, le résultat est là. Maintenant, je n'ai pas encore les résultats définitifs. Je n'ai pas pu suivre les premières minutes que vous avez organisées. Mais ce que je peux dire ce soir, c'est qu'effectivement, le rassemblement, enfin les alliances plutôt, les alliances payent toujours. Et donc nous constatons aujourd'hui pour la France de gauche une remontée parce que les partis de gauche, particulièrement le Parti socialiste et le Parti communiste, se sont effondrés depuis un bon moment déjà. Et donc il est aujourd'hui facile de constater qu'il suffit finalement de faire quelques concessions, des compromis et de s'arranger pour un certain nombre de points, de programmes, pour que les Français puissent les prendre au sérieux et donc avoir de la crédibilité, surtout dans une conjoncture où on va dire, les forces populaires sont absolument marginalisées de plus en plus. Nous sommes dans une configuration internationale où le néolibéralisme est triomphal. Et donc nous assistons aujourd'hui à une espèce de regain. Donc on verra ce que ça va donner réellement. Et je pense que si le camp présidentiel n'a pas une majorité absolument écrasante, c'est très important pour la respiration démocratique française et puis pour éventuellement des réformes qui conduiront à une proportionnelle au moins même si elle est limitée, mais une proportionnelle quand même, où les petits partis pourront enfin siéger à l'Assemblée nationale parce qu'ils représentent quand même des voix du peuple français. Et ça, c'est extrêmement important. Jusque-là, ils ont été exclus. C'est important aujourd'hui qu'ils se fassent entendre.
D'un point de vue général, dans 2 minutes, Yanis Bacha est avec nous. On va lui donner la parole pour quelques minutes puisqu'il est aussi mobilisé au sein des QG, des quartiers généraux, au sein des mairies. D'un point de vue général, on rentrera dans le détail dans quelques instants avec vous, Hassan Haraj. Mais même question à Jean-Michel que je posais à Jean-Michel Brun il y a quelques instants. Il y a des perspectives aujourd'hui. Je rappelle que la majorité absolue, donc c'est 289 voix a priori, enfin, c'est 289 voix précisément. On est loin du score pour Emmanuel Macron, entre 170 et 190. Ça va certainement se peaufiner, mais en tout cas c'est mal parti. Comment vous la voyez, cette assemblée pour les 5 ans à venir, Hassan Haraj? Donc, je n'ai pas les résultats dont vous parlez, mais je pense que c'est une bonne respiration démocratique si le camp présidentiel n'avait pas une majorité absolue, ce qui veut dire qu'il sera obligé de faire des concessions, qu'il sera obligé d'être à l'écoute, parce que lorsqu'on a vu les 5 dernières années où il a eu une majorité totalement écrasante, il n'y avait que le Covid pour arrêter des réformes qui ne sont pas toujours en faveur de la majorité des Français et ne sont pas non plus en faveur des plus faibles. Donc ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce serait une bonne chose que la gauche puisse avoir éventuellement cette possibilité de peser sur le destin du pays et que la majorité présidentielle et la droite d'une façon générale puissent aussi faire attention parce que jusque-là, que ce soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue économique, et il va de soi que les intérêts des plus forts, des plus riches étaient beaucoup plus mis en avant que les intérêts des plus faibles. Et je dirais aussi qu'il faut observer avec intérêt, je n'ai pas encore de résultats, il faut observer avec intérêt la participation des banlieues populaires, notamment les banlieues où réside l'immigration nord-africaine particulièrement, mais africaine d'une façon générale, pour savoir si les jeunes des banlieues participent à ce scrutin, participent à la vie démocratique ou au contraire, pour des raisons multiples dont on pourra éventuellement parler, mais je ne sais pas si c'est le moment, serait tenté... On va y revenir, bien sûr. Oui, serait tenté donc de s'abstenir ou de ne pas du tout s'intéresser à ce genre de scrutin qui est plutôt pourtant décisif pour décisif pour le quotidien. Ouais. Voilà. On va y revenir avec vous, Hassan Haraj. Yanis Bacha, il est 20h20 comme prévu. Yanis Bacha, bonsoir. Vous avez été candidat donc aux législatives ensemble dans la 16e circonscription de Paris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ensemble, donc, vous avez soutenu, vous soutenez maintenant depuis plusieurs années Emmanuel Macron. Certains partis aujourd'hui, comme la France Insoumise, évoquent une minorité pour la majorité. Une réaction, est-ce que vous parlez d'échec aujourd'hui ou vous êtes plutôt ravi, satisfait de ce résultat tout de même qui va se peaufiner? Alors, tout d'abord, j'aimerais adresser mes pensées et mes condoléances à la famille du journaliste qui est décédé. Voilà, je m'associe à votre peine. Alors, minorité, non, c'est une majorité. Majorité relative, certes, pour le président de la République, mais on a quand même une majorité relative à l'heure où on se parle. Je pense qu'il faut prendre tout ça avec humilité et vigilance, parce que nous sommes en tête, mais évidemment, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Moi, la première réflexion que j'ai sur le scrutin, c'est quand même que les extrêmes sont très hauts ce soir, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, avec quand même une assemblée qui va avoir, a priori, entre 70 et 90 députés, Rassemblement national. C'est dramatique pour notre pays, très clairement. En particulier pour notre communauté, je pense que c'est gravissime. Et ça dénote une colère des Français qu'il va falloir écouter, certes, mais notre objectif est et restera d'aller toujours plus vite et de permettre d'agir pour les Français, au service des Français, sur des sujets majeurs, avec une priorité, Emmanuel Macron l'a annoncé pendant la campagne, cette fameuse loi sur la hausse du pouvoir d'achat, sur cet enjeu
de revitaliser le débat sur la refondation nationale, une réflexion transpartisane qui, je pense, aujourd'hui est plus que jamais utile. Voilà, mais encore une fois, on parle de majorité relative, mais tout n'est pas encore fait, on n'a pas encore les résultats définitifs. Donc je vais appeler voilà, un petit peu de maîtrise et d'attente pour l'instant, mais c'est clair que les résultats ne sont pas à la hauteur ce soir. Et comment vous expliquez, je comprends totalement, je rappelle que vous êtes soutien d'Emmanuel Macron, que vous relativisez, d'où majorité relative, mais comment vous exprimez, comment vous expliquez tout de même cette chute-là? Il y a un manque de confiance totalement, enfin en tout cas pas totalement bien sûr, mais il y a un manque de confiance des Français comparé à 2017 où la majorité absolue était assez, était claire, nette et précise. Comment vous expliquez ça? C'est ce mandat de 5 ans d'Emmanuel Macron qui n'a pas été à la hauteur, c'est cette campagne présidentielle, c'est peut-être aussi cet élan ce talent, cet élan, cet espoir. Alors, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été président, mais comment vous expliquez ceci? Déjà, ce qui est quand même dramatique, c'est qu'on a eu un homme qui a fait campagne pendant 1 mois, pendant 2 mois, qui a voulu faire la revanche des élections présidentielles qu'il avait perdues, puisqu'il n'a même pas été au second tour, il a fini derrière Marine Le Pen. Voilà. On parle de quelqu'un quand même qui a quand même expliqué qu'il voulait être Premier ministre, en refaisant un match qu'il avait dit qu'il avait déjà perdu. Et alors qu'on savait pertinemment qu'il n'allait pas l'être. Malheureusement, des gens y ont cru. Des gens ont voulu jouer justement un électorat de gauche qui s'est mobilisé, et je le salue d'ailleurs, venant moi-même de la gauche. Et je peux comprendre l'espoir à gauche qui a voulu incarner Jean-Luc Mélenchon. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on se projette avec 90 députés Rassemblement National, avec peut-être une force d'opposition, NUPES, qui va être là, mais je connais quand même certains députés NUPES qui ont été élus ce soir et je les félicite. D'ailleurs, je leur adresse toutes mes félicitations républicaines, mais il y a quand même des moments où il va falloir quand même pour eux négocier avec le Rassemblement National. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ne feront pas ça, qui ne négocieront pas avec le Rassemblement National et qui trouveront, je pense, une issue républicaine en se rapprochant de nous. Voilà. Pour conclure, jusqu'à ma réponse, j'aimerais vous dire que on a joué avec les Français dans cette élection. Vraiment. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ont une responsabilité et que Jean-Luc Mélenchon, à sa manière, a une responsabilité. Voilà. On n'est pas dans une situation de cohabitation. On arrive après un quinquennat de crise, ce qui est inédit. C'est que le président de la République a été réélu pour la première fois de la Ve République. On a une majorité qui est relative. Voilà, donc on ne va pas être en cohabitation, mais on va être en crise. Voilà. Vous ne serez pas, le président de la République ne sera pas en cohabitation, mais il sera tout de même dans l'obligation de travailler et de faire face parfois. Alors peut-être qu'il y aura des lois et des débats où tout le monde ira dans le bon sens, mais il sera dans l'obligation tout de même de faire avec. Peut-être, et première question. Et deuxième question, est-ce qu'il devra faire appel à un remaniement gouvernemental et puis peut-être faire appel à des ministres de ces nombres de sièges de ces candidats venant de la NUPES? Là, tout a été très clair. Les ajustements ont été faits par la Première ministre, par le Président de la République. On respectera notre parole. À l'heure où on se parle, Elisabeth Borne a été réélue, la Première ministre qui a été réélue députée dans le Calvados. Je la félicite par ailleurs. Après aussi, sur les ministres qui sont présentés, puisque je vous rappelle quand même que plus de la moitié des membres du gouvernement se sont présentés dans la circonscription. Il faut signer leur engagement. Ils ont pris le risque d'être candidats dans des circonscriptions très difficiles. Ça suit d'ailleurs la preuve. Où ils sont allés pour convaincre. Pour porter un projet, convaincre. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas présenté pour être député. Ça fait des limites de mandature. Il est juste resté derrière, en attendant. Voilà. Il a envoyé des gens au casse-pipe, et lui, il est resté derrière. Voilà ce que je retiens. Après, alors on vous... Oui, allez-y. On va pas faire de politique fiction. On va trouver les moyens d'agir avec les Français et avec ceux qui veulent gouverner dans un esprit républicain. Aujourd'hui, je constate quand même qu'il y a des extrêmes qui n'ont pas du tout d'esprit républicain. Et ce soir, moi, j'ai mal à ma France. Voilà. C'est pas la France que j'aime, et c'est pas la France dans laquelle j'ai grandi.
Et je suis inquiet. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Vous parlez d'extrême droite et d'extrême gauche. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette extrême gauche, sachant que c'est une extrême gauche tout de même qui revendique des moyens et qui souhaite mettre en place des moyens pour d'abord une retraite à 60 ans, un blocage des prix de première nécessité. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui vont de mise en place de programmes, de dossiers qui vont dans le sens notamment des Français et des Françaises. Puis vous connaissant aussi le parcours, d'ailleurs le formidable parcours que vous avez, puisqu'on s'est rencontrés, on a déjà échangé, ça va aussi dans le sens. Vous êtes issu des quartiers populaires. Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi quelqu'un qui souhaite aller dans ce sens. Qu'est-ce qui vous fait peur quand vous parlez de cette extrême gauche? Parce que cette extrême gauche fait des compromissions avec des instances qui évidemment ne sont pas tenables. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon qui a une espèce d'admiration pour Vladimir Poutine, qui veut sortir de l'OTAN, qui veut renégocier des traités européens, alors même qu'aujourd'hui, notre continent est soumis à une guerre terrible avec la Russie, que l'Ukraine est déchirée, que la Roumanie aussi. D'ailleurs, cette semaine, Emmanuel Macron a rencontré des chefs d'État roumains et ukrainiens qui leur ont confié justement cette peur de l'Orient qui, justement, met à mal notre modèle européen. Je pense qu'il y a une responsabilité quand même à porter de la part de Jean-Luc Mélenchon. Pour ce qui est de la retraite à 60 ans, du minimum jeune à 1600 euros, comment on paye ça? Comment on paye ça? Quand même. Comment on paye ça? Mais il dit qu'il y a de l'argent, il y a de l'argent dans le capitalisme. Mais il dit qu'il y a de l'argent chez les plus riches. Mais l'argent dans le capitalisme, il est très bien, pourquoi pas. Mais les fortunes les plus élevées, quand vous irez les prendre et que vous leur direz qu'il va falloir payer, ces personnes-là iront où, à votre avis? Quand François Hollande a parlé de taxer les revenus de plus d'1 million à 75%, ces gens-là sont allés où? La fuite des capitaux, on en parle? La fuite potentielle des capitaux? Quand même. Allons. Moi, ce que je retiens d'Emmanuel Macron, c'est le chèque alimentaire. C'est l'aide sociale à la source. Parce qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui tous les ans ne sont pas demandés par des familles modestes, parce qu'elles n'ont pas forcément les capacités, parce qu'elles n'ont pas le temps de demander ces aides sociales. Eh bien, nous voulons les donner d'office à ces personnes-là, pour éviter également la fraude. Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas proposé. Jean-Luc Mélenchon cultive un assistanat et s'amuse justement avec les quartiers populaires. Moi, je n'ai pas envie de donner du poisson aux gens, mais j'ai envie de leur apprendre à pêcher. Ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron, je vous garde encore 4-5 minutes parce que je sais que je dois vous libérer. Et puis il y a d'autres invités, merci pour votre présence. Mais ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron, c'est aussi le fait de faire du saupoudrage, comme les chèques alimentaires, les 15 centimes à la pompe d'essence, parfois 2-3 primes par-ci par-là. D'ailleurs, je crois que c'est Marine Le Pen qui lui a même reproché ça dans le cadre du débat de l'entre-deux-tours. On lui demande, enfin les partis d'opposition, notamment en l'occurrence par exemple Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon lui demandent justement de mettre en place des choses très fixes, que les Français soient fixés avec un SMIC décent. Désolé, ça valait ma gorge les deux. Évidemment, après derrière, nous on a augmenté le SMIC. On a augmenté le SMIC à 1300 euros aujourd'hui. Il est indexé sur l'inflation. Les retraites vont être indexées sur l'inflation. Il y a une loi qui va arriver à l'Assemblée nationale pour justement, qui est d'ailleurs dès le début du mois de juillet, qui sera portée par Gabriel Attal, pour justement faire en sorte qu'il y ait une réelle augmentation du pouvoir d'achat concrète. Parce que nous, on fait de l'écologie concrète. On rend concret le pouvoir d'achat. On ne fait pas des promesses intenables aux Français pour qu'ils votent pour nous. Alors on a porté un projet concret aux Français aujourd'hui. Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, comme peuvent le vendre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce qu'on a porté. Peut-être qu'on a fait moins de siestes ce soir, mais moi, je suis fier d'appartenir à une majorité qui a été là pendant le Covid, qui a été là après le Covid, et qui aujourd'hui essaie d'apporter une réponse à tous les Françaises et les Français. Clairement, avant de se quitter, deux dernières petites questions. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron, pour vous, je réitère un peu ma question pour vous pousser un peu plus. Il sera comment? Il sera ouvert? Il va ouvrir les bras pour vraiment travailler avec tout le monde? Comment il va, selon vous, enfin comment je rappelle qu'Emmanuel Macron ne dirige pas l'Assemblée, mais en tout cas, on sait très bien comment il travaille avec ses équipes. Comment il sera avec cette deuxième majorité, on va dire, relative, qu'est la NUPES?
Mais oui, après Emmanuel Macron, il a toujours dit. Il y a le Conseil national de la refondation qu'il a porté pour justement voilà, essayer de retrouver cette réconciliation nationale parce que la population française a évidemment été mise à rude épreuve avec le Covid, après avec la guerre en Ukraine, avec cette crise, cette deuxième vague de crise qui se rapproche de nous. Voilà, parce il faut se réconcilier aujourd'hui et avoir cette élection transpartisane avec tout le monde. Mais encore une fois, je pense qu'Emmanuel Macron est prêt à discuter avec tout le monde et nous aussi. Mais gouverner avec tout le monde dans un esprit républicain. Voilà. On va vous dire, liberté, égalité, fraternité, laïcité. C'est quand même une valeur qu'on a envie de défendre. Dernier mot avec vous. Actuellement, on parle de 54% d'abstention. Vous êtes sur le terrain, vous avez présidé des associations. Voilà, vous faites un travail dans le cadre de cette campagne. D'ailleurs, vous n'avez pas démérité parce que vous avez fait un peu plus de 20% dans le cadre de ce premier tour, je le rappelle, hein, face à Sarah Legrain, 20,44%, un score honorable. L'abstention aujourd'hui, il n'y a plus aucun moyen pour les politiques d'inviter les Français et les Françaises à aller voter. C'est un chiffre qui interpelle évidemment. Et justement, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du Rassemblement national, mais évidemment qu'il y a un vrai souci sur l'abstention, sur la participation. Encore une fois, je pense qu'il faut une assemblée plus représentative des Français. Voilà, je le dis et je vais porter encore, c'est le combat de ma vie, une assemblée plus représentative des Français, des candidats qui ressemblent aux Français, qui ensuite permettront justement de redonner le goût à la politique. Et je pense que c'est en train de faire avec le Conseil national de la représentation, peut-être de la représentation, peut-être d'ailleurs en innovant peut-être sur les moyens de vote, peut-être en innovant sur le mode électoral. Mais ça, encore une fois, je ne vais pas prendre de décision ou me parler à la place de quelqu'un, à la place qui est dans la République. Mais je pense qu'il faut faire une réflexion globale là-dessus. Il faut faire ça de manière globale sur la participation citoyenne. Mais ça peut être un des challenges, un des défis du prochain quinquennat, j'en conviens totalement avec vous. Yanis Bacha, merci d'avoir avec nous. Je rappelle, vous avez étudié le droit à l'université de Panthéon-Assas, vous êtes journaliste, vous avez fait vos études à Sciences Po, vous avez donc longtemps travaillé à Canal+. Merci d'avoir été, cher confrère, et je rappelle pour la petite histoire, c'est pas le plus important parce que c'est pas ce que vous revendiquez, mais voilà, vous êtes battu dans le cadre de ce premier tour pour être le premier député en fauteuil roulant, puisque vous êtes handicapé moteur depuis votre enfance. J'en parle en toute liberté, puisque vous en parlez avec toute franchise. Et puis, c'est pas du tout un handicap pour vous, si je puis me permettre. Justement, vous dites clairement que votre handicap s'est transformé en force. Vous êtes passionné de football et vous avez souhaité être journaliste pour en parler et transmettre votre passion. De retour, Jean-Michel Brun avec nous. Merci Yanis Bacha. Voilà, on a pris 15 minutes avec Yanis Bacha. Il nous reste encore un peu de temps avec nos deux invités. Revenons effectivement à ce rassemblement national. Jean-Michel Brun, directeur de publication Musulmans en France. Comment vous expliquez ce retour en force dans l'hémicycle ? Bon, clairement, si je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est de la faute de Jean-Luc Mélenchon si on a cette situation. Non, en fait, Emmanuel Macron, il subit en fait ce qu'il a lui-même semé. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a été élu avec des voix au départ de centre-gauche. Et en fait, il s'est retrouvé, il a en quelque sorte trahi cet électorat de centre-gauche, notamment en ayant une politique résolument de droite. Et on pense par exemple à la nomination de Gérald Darmanin et à sa loi sur le séparatisme. Et en même temps, c'est un mot qu'il aime bien, il a légitimé le discours de l'extrême droite, justement, qui lui aussi appuie cette idée de séparatisme. Donc, en fin de compte, en légitimant le discours de l'extrême droite, eh bien, il a tout simplement banalisé le discours de l'extrême droite, ce qui fait qu'il est tout à fait normal que l'extrême droite aujourd'hui ait un poids plus important. Il est tout à fait normal aussi que cette gauche qui s'estime trahie aille du côté de la NUPES plutôt que de la République En Marche.
Le problème qui va se poser C'est peut-être aujourd'hui... aussi le déclin, c'est le déclin, je vous laisse finir, je vais très vite, c'est peut-être aussi le déclin et l'échec de cette droite, les Républicains ou anciennement l'UMP entre autres, c'est aussi ça qui fait qu'aussi Marine Le Pen aujourd'hui a récupéré un certain nombre de Français, d'électeurs. C'est-à-dire que, en fait, La République En Marche a pris la voie, mais mon sens de parole, il a pris la voie de la droite extrême et de l'extrême droite, on va dire. Donc c'est pas étonnant que les électeurs des Républicains se soient dirigés pour partie vers le Rassemblement national. Le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale, ou même lorsqu'il va s'agir de se constituer un gouvernement, Macron devra trouver des accords. Et ces accords, il va les trouver à droite, il ne va pas les trouver à la gauche et à l'extrême gauche. Donc on risque de se trouver devant des alliances entre la République En Marche et la droite et l'extrême droite, et ça ne présage pas du tout rien de bon sur la paix sociale. Parce que, étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, que la France n'est pas réellement représentée par l'Assemblée nationale, eh bien le débat risque de se trouver dans la rue et non plus sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un véritable problème. Et quand on voit l'importance de l'abstention elle se divise en deux, en gros, selon les sondages. C'est d'une part les gens qui considèrent que ça ne sert à rien de voter, parce que de toute façon, quel que soit leur vote, eh bien l'exécutif on n'en fait qu'à sa tête. Et d'autre part, ceux qui considèrent que les députés ne les représentent pas, qu'aucun candidat ne les représente. Et là, on a une défiance vis-à-vis des démocraties qui me paraît extrêmement inquiétante. Et du coup, si on ne peut s'exprimer à l'Assemblée nationale, eh bien, on va s'exprimer dans la rue. Et ça va être un gros souci durant ce quinquennat. Prochaine question avec vous, on reviendra, vous êtes directeur de musulmans en France, vous travaillez énormément sur ce sujet, justement, vous dites que le présage est loin d'être bon, on verra justement avec ce rapport de force tout de même. Est-ce que ces questions de laïcité, notamment cette islamophobie qui existe de plus en plus, puisque l'islam est quand même une religion qui prend cher, pour être clair, on va essayer de comprendre avec ce que propose Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça ira dans le bon sens et puis surtout est-ce qu'il arrivera à imposer son programme et ses idées avec ses équipes. Hassan Helach est avec nous, je reviens vers vous, c'est à votre tour. Vous parliez tout à l'heure du Rassemblement national, pareil, même question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce Rassemblement national, en tout cas pour ceux qui sont contre ce parti bien évidemment, mais c'est un point de vue analyse politique, il est en train d'émerger, il est en train de prendre une certaine position de plus en plus dans l'hémicycle. Comment vous l'expliquez? C'est la responsabilité de la gauche, c'est les gens qui ne votent pas spécialement et qui sont parfois contre, les médias peut-être aussi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un premier facteur que je vois tout de suite, c'est que on a trop souvent comparé justement la France insoumise et le Rassemblement national comme étant extrême gauche et extrême droite. Et donc le fait de banaliser de cette façon-là l'extrême droite en la ramenant à une gauche somme toute républicaine, parce que je rappelle que l'extrême gauche, c'est pas Mélenchon, c'est quand même le nouveau parti communiste, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, et lutte ouvrière. C'est ça l'extrême gauche en France. C'est pas la France insoumise et c'est pas la NUPES. Donc à force de répéter des discours mettant sur un même pied d'égalité, sur la même balance, le Front National et puis la NUPES, eh ben on en est arrivé effectivement à l'émergence de cette extrême droite au sein de l'Assemblée nationale. Ça me semble quand même un premier point qu'il faut prendre en compte. Le deuxième point, c'est qu'il y a une banalisation du discours raciste dans les médias français, notamment depuis l'émergence d'un Éric Zemmour. Il y a une espèce
de tendance décomplexée à parler du racisme. Et moi, je parle surtout de l'afrophobie, parce qu'il faut rappeler quand même que les Africains, subsahariens particulièrement, sont aussi discriminés que le Nord-Africain, lors même qu'ils ne sont pas tous musulmans. Il y a des Nigérians, il y a des Ivoiriens, il y a des Africains de l'Afrique noire qui sont chrétiens et qui sont discriminés pour leur peau de la même façon que les Africains musulmans. Donc moi, je parle beaucoup plus de l'afrophobie que de l'islamophobie, parce qu'on met dans le même sac, effectivement, les Africains, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. C'est plutôt la couleur de la peau. Et donc, en tout cas, peut-être que l'islam est souvent utilisé ou évoqué, ça dépend comment on le dit, mais peut-être pour embrayer sur de l'immigration, c'est vrai qu'on met ça dans le même sac souvent sur les débats. Bien sûr, l'islamophobie existe, mais l'afrophobie aussi existe, elle est largement aussi partagée dans les milieux d'extrême droite, voire même de droite un peu extrême. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est que c'est un phénomène malheureusement mondial. On a vu l'émergence de Donald Trump, on a vu l'émergence de comment il s'appelle, Viktor Orban. En Italie, au Brésil. Bolsonaro, etc. Donc effectivement, en Italie, un peu partout, dans les grands pays occidentaux, l'émergence, même dans des pays comme l'Allemagne, comme la Tchéquie, le Danemark, ainsi de suite, on a vu l'émergence d'une extrême droite décomplexée et qui n'hésite pas à afficher un certain nombre de discours, sinon racistes, en tout cas discriminatoires et xénophobes. Et donc, ça fait partie aussi des facteurs qui ont encouragé cette émergence. C'est la banalisation de l'extrême droite et du racisme en Occident qui fait que on voit aujourd'hui l'accession du Rassemblement national à l'Assemblée. Ça me semble être les facteurs les plus importants. Ajouter à cela, évidemment, un facteur social et socio-économique, à savoir qu'il y a quand même un chômage endémique et que la politique du chéquier, et qui est un petit peu une politique de l'assistanat, ne fonctionne pas. Et quand Marine Le Pen parle du pouvoir d'achat et martèle ça comme si elle avait des solutions miracles, ça marche pour un certain nombre de citoyens français qui sont... Pas de solution miracle, mais en l'occurrence, elle, comparée à Emmanuel Macron sur les présidentielles, si je ne me trompe pas, elle a dû gagner 3 millions de voix, il en a perdu 2 millions, en tout cas, il en a perdu, elle en a gagné. Après cette analyse que vous venez de nous faire, cette extrême droite, aux prochaines présidentielles, aux prochaines législatives, est-ce que, selon vous, elle va se stabiliser ou... il y aura effectivement un regain de confiance envers la gauche et c'est un parti qui va se stabiliser au niveau de ses résultats, ou c'est plutôt un parti qui, aux prochaines présidentielles peut-être, Marine Le Pen est passée à pas grand-chose d'un deuxième tour? Attendez, avant de répondre à votre question, je rajouterai quand même une raison justement de cette émergence de l'extrême droite, c'est que les citoyens français voient que finalement, les politiques de gauche et de droite, pendant, on va dire, les 30 dernières années, voire même les 40 dernières années, finalement, se télescopent et se rejoignent pour l'essentiel de mesures qui sont préconisées pour lutter contre le chômage, pour aller vers la croissance, etc. Et donc, le fait que les politiques semblent justement convergentes et ne pas justement montrer qu'il y a une gauche et qu'il y a une droite, et finalement l'électorat français boude les urnes dans la mesure où il se dit qu'on vote ou qu'on ne vote pas, de toute façon c'est le même programme à gauche ou à droite, d'autant plus que tout le discours de M. Macron depuis
qu'il s'est présenté aux premières présidentielles le concernant, eh ben, il a martelé ce discours qui est ni gauche ni droite. Il n'y a pas de différence et qu'il y a des hommes et des femmes dans les deux camps, etc. Et que finalement, il n'y a pas de ligne de démarcation, etc. Donc le résultat, maintenant, on le voit, les Français boudent les urnes parce qu'ils se disent, après tout, puisque c'est la même chose, alors pourquoi aller voter? Alors un mot, je vais donner la parole à Jean-Michel Brun juste derrière, un mot dans 5 ans sur les prochaines présidentielles, les prochaines législatives, le Rassemblement national, vous le positionnez comment? Moi je pense que c'est une bonne chose que le Rassemblement national ait accès justement à l'Assemblée, parce que les Français verront finalement sa vraie nature. Verront quelles seront leurs positions sur un certain nombre de points concrets au niveau économique, au niveau social, au niveau, comment dirais-je, de la gestion d'un certain nombre de problèmes quotidiens des Français, les transports, les hôpitaux, l'école, etc. On verra quelles seront leurs propositions, quelles seront leurs positions dans un certain nombre de votes. Et je pense que les Français se rendront compte que finalement, c'est de l'idéologie, c'est un discours, comment dire, qui n'a pas d'avenir et que c'est un groupe parlementaire qui ne travaillera pas dans les intérêts de la France, mais travaillera tout simplement dans l'intérêt d'une idéologie xénophobe contre l'immigration. C'est contre plein de choses, mais jamais pour des choses positives. Je pense donc. Merci Hassan Helach. Restez. De ce groupe. Restez. Comme on dit en kabyle, la montée peut être facile, mais la descente sera difficile pour eux. Exactement. Bien dit. Restez avec nous, Hassan Helach. Je reviens vers vous. Jean-Michel Brun, toujours avec nous, journaliste, directeur de publication musulman en France. Jean-Michel Brun, il y a réellement aujourd'hui un rapport de force qui va se créer depuis 30 ans maintenant. Pas de majorité présidentielle. Vous travaillez sur ces questions, notamment autour de l'immigration, autour de l'islam. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs vraiment à vous suivre et à vous rejoindre sur musulman en France sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet où vous évoquez les sujets différemment. Comment vous la voyez, cette Assemblée nationale, sur ces questions précises? Est-ce que réellement la voix réelle, argumentée, alors voit bien sûr l'expression de ces communautés qui sont parfois stigmatisées, cette islamophobie aussi qui existe, l'immigration qui est stigmatisée. Est-ce que quand on voit les positions de Jean-Luc Mélenchon, notamment pour citer, puisque c'est lui qui a fédéré cette alliance, est-ce que enfin aujourd'hui ces communautés, ces Français et ces Françaises de confession musulmane par exemple, ou issus de l'immigration, seront entendus comme il se doit? Alors c'est toujours la même chose, il faut jamais attendre des autres les solutions, si vous voulez. Alors bien sûr, les partis politiques traditionnels, enfin ceux qui ont été battus, et je parle à la fois ceux de la gauche, ceux de la gauche et de la droite, ont été pratiquement unanimes dans cette espèce de politique du musulman comme bouc émissaire finalement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui le Rassemblement national a 89 sièges, enfin ça on verra si ça se confirme, mais c'est simplement parce que, alors que le Rassemblement national, alors que Jean-Marie Le Pen était infréquentable, le discours de Sarkozy puis de Macron a dédiabolisé cette parole raciste. Mais maintenant, c'est aussi aux musulmans ou aux immigrés ou aux Africains de prendre un tout petit peu leur destin en marche. Parce que finalement, il n'y a pas de vote communautaire en France et les abstentions dans la communauté musulmane a été à peu près la même que dans le reste du pays. Donc les musulmans, finalement, ne se sont pas déplacés réellement dans les bureaux de vote. On a vu dans les réseaux sociaux beaucoup de
de musulmans, de porte-parole de musulmans qui disaient mais finalement, voter ça ne sert à rien. Et c'est vrai que dans un sens, on peut les comprendre dans la mesure où depuis notamment le référendum sur la Constitution européenne en 2005, les Français ont pu se rendre compte que ils avaient beau voter, finalement, l'exécutif passait outre les décisions du législatif. Mais n'empêche. Les musulmans, les musulmans sont des Français, de confession musulmane. On peut aussi comprendre qu'à un moment donné, ils fassent partie de cette abstention. Aujourd'hui, on est à 54%. Je rappelle qu'en 2017, c'était 52,5%. Comme vous le dites, à un moment donné, peut-être qu'ils sont gavés de ce qu'ils entendent. Ils ont aussi marre qu'ils soient stigmatisés, attaqués. Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre. C'est toujours la même chose, si vous voulez. Dès l'instant où on considère que nos problèmes viennent des autres ou de l'environnement, on est foutu parce que les autres, on ne pourra pas les changer et l'environnement, on ne pourra pas changer non plus. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. On dit souvent que son pire ennemi, c'est soi-même. Donc les musulmans, et notamment les jeunes musulmans, ils doivent aussi prendre en main leur destin. Et malgré tout, même si la démocratie en France n'est pas absolument parfaite, notamment il n'y a pas de représentation proportionnelle, mais n'empêche qu'il y a quand même à un moment donné, un moment où on peut exprimer son opinion, et c'est le scrutin. Si les jeunes musulmans, les musulmans en général, ne se déplacent pas pour donner leur opinion, eh bien, il n'est pas étonnant qu'on fasse les choses sans eux. Donc les musulmans aussi ont leur responsabilité dans le fait que, par exemple, des lois hallucinantes comme la loi sur le séparatisme aient pu passer. Lorsqu'on lit ces textes, c'est invraisemblable. Comment dans le pays soi-disant de la liberté du siècle des Lumières, on peut faire passer des lois aussi objectivement racistes? Eh bien, c'est parce que les musulmans eux-mêmes ne se sont pas pris en charge et ne se considèrent pas finalement comme des citoyens à part entière. On leur dit sans arrêt que ce sont des citoyens de seconde zone. Mais ils ne sont pas obligés de le croire. Ils peuvent aussi se dire non, nous sommes des Français, nous sommes 100% musulmans, mais nous sommes 100% français, et donc nous avons notre mot à dire, et lorsqu'on nous donne la parole, eh bien, il faut qu'on la prenne. Voilà. Et ça, c'est un message à donner à nos jeunes. Merci Jean-Michel Brun pour ce message d'espoir. C'est vrai que le meilleur moyen, c'est de s'exprimer à différentes façons, dont les urnes, comme cette élection. Je rappelle pour l'instant, 54% de Français et Françaises sur 48 millions ne sont pas allés voter. Et dans le cadre du premier tour, 75% des 18-24 ans n'y sont pas allés. Hassan Helaj, on va terminer l'émission avec vous. D'un point de vue international, je sais que vous militez aussi pour plusieurs causes, dont cette liberté en Algérie, ce changement de système. Jean-Luc Mélenchon a eu des positions particulières. Aussi les partis de la gauche. Demain, cette Assemblée nationale avec donc ce rapport de force, est-ce qu'on pourra espérer, en tout cas par exemple les Algériens et les Algériennes pourront espérer à un moment donné avoir plus de députés français, comme il y en a ailleurs, j'entends, s'exprimer, dénoncer tout simplement, encore une fois, sans parler d'ingérence, mais dénoncer, dire les choses, qu'en Algérie il y a de la répression, il y a un manque de liberté d'expression, vous connaissez ça par cœur. Personnellement, j'y crois pas beaucoup parce que il y a une tradition du Parlement français vis-à-vis des pays comme l'Algérie, pas seulement l'Algérie, mais aussi des pays comme l'Égypte, le Maroc, etc., où il y a une répression au moins aussi importante qu'en Algérie, voire plus. Et il n'y a pas de position officielle, ni au niveau gouvernemental, ni au niveau de la présidence, ni au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je ne vois pas du tout de possibilité de changement sur cette question-là. En revanche, pour revenir à la question qui a été soulevée tout à l'heure, moi ce qui m'inquiète, c'est que les gens issus de l'immigration, notamment l'immigration nord-africaine
et subsaharienne, qu'ils soient justement toujours taxés de musulmans, comme dans le discours colonial. Rappelez-vous que le concept de européen et musulman, c'est-à-dire que à l'époque de l'Algérie française, on désignait ceux qui sont d'origine européenne, on les désignait justement comme européens d'un point de vue géographique, mais que les Algériens, autochtones, on les appelait les musulmans. Et à partir du moment où on reprend ce discours en France aujourd'hui, c'est-à-dire on pousse en fait l'électorat français à les désigner comme tels et donc de plus en plus à faire en sorte qu'on ne vote pas, que les Français ne votent pas pour les jeunes issus de l'immigration, notamment l'immigration nord-africaine. Je rappelle qu'il y avait même un projet de Sarkozy qui voulait diminuer le nombre de conseillers régionaux et de conseillers municipaux parce que c'est dans ces deux structures institutionnelles qu'il y a émergence d'élus issus de l'immigration nord-africaine. Il voulait donc diminuer le nombre parce que le Sénat est élu par ces élus-là et il avait peur qu'un jour ou l'autre, ce soit les jeunes issus de l'immigration qui décident du sort du Sénat, de la couleur du Sénat. Et donc il a voulu diminuer le nombre. Et malheureusement, ce projet-là est toujours sur la table et totalement menaçant pour les jeunes issus de l'immigration. Donc il y a une discrimination à ce sujet-là. Et donc pourquoi on insiste sur le caractère de musulmans, c'est en fait pour les désigner du doigt et pour dire aux Français, ne votez pas pour eux, parce qu'ils travailleraient pour des intérêts confessionnels et non pas pour les intérêts de la France. Donc il y a toute une propagande et des lobbies, y compris les lobbies qui incitent les musulmans à porter le voile, les musulmans à s'habiller de façon traditionnelle, etc., avec le camis, ainsi de suite, de façon en tout cas ostentatoire, à montrer qu'ils sont effectivement musulmans dans un pays laïque, mais toute cette propagande journalistique, politique d'un certain nombre de lobbies, c'est pour les désigner du doigt et pour inciter l'électorat français à ne pas voter pour eux. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui jouent ce jeu-là parce qu'ils n'ont pas conscience justement qu'ils sont désignés du doigt et qu'ils sont désignés comme musulmans pour justement les écarter des postes de décision, des postes politiques, des postes de responsabilité. C'est ce qu'on a effectivement, c'est ce qu'on a pu voir. Notamment au niveau des investitures dans le cadre de ces législatives. Hassan Hirache, merci infiniment d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé avec vos analyses, bien sûr, vos expériences, vos avis. C'est ça aussi les échanges et ça permet aux téléspectateurs, téléspectatrices d'avancer puis de se poser de nouvelles questions. Merci pour votre fidélité. Hassan Hirache, analyste politique, économiste, était avec nous. Jean-Michel Brun, merci, journaliste, directeur de publication Musulmans en France, et Yanis Bacha, qui était candidat législative ensemble. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc 54% à l'heure actuelle d'abstentionnisme, 52,49% c'était en 2017. Actuellement, donc la majorité présidentielle, elle n'y est pas, loin de là, puisque selon les estimations, c'est entre 205 et 235 sièges pour ensemble, donc la majorité. La NUPES entre 170 et 190 et le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui entre 75 et 95 pour avoir la majorité. Je vous rappelle qu'il faut au moins avoir 289 sièges. Merci infiniment à Karim d'avoir accompagné, à toute l'équipe pour réaliser techniquement cette émission. Je vous souhaite une très très belle soirée sur El Marharibiya. Merci pour votre fidélité. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon confrère, mon ami Jamaldine Benchenouf. Bonne soirée à tous.